Eh bien, bonjour à tous. Pardonnez-moi de vous souhaiter cette bienvenue un petit peu en retard, alors que les travaux sont ouverts. Mais bon, comme on pardonne tout au directeur du Festival d'Avignon, je vous souhaite maintenant la bienvenue. Quoi de plus beau que la grotte Chauvet pour ouvrir ces rencontres de l'ANR? Vraiment, je ne pouvais pas imaginer emblème plus proche de l'aventure que nous vivons à Avignon, même si nous sommes plus souvent à ciel ouvert que dans des caves. Malgré tout, cette idée de la caverne est toujours aussi présente et je crois qu'elle est parfaite pour donner cette idée d'une aventure que je qualifierais d'anthropogène. Voilà, c'est comme ça que je qualifierais le Festival d'Avignon et particulièrement ici, dans cette caverne où nous sommes, où nous faisons un exercice d'anthropogénie, où nous essayons tout simplement d'être plus humains par le lien, car c'est vraiment chaque année pour moi une fierté de voir qu'ici, on ne pense pas seul, on ne pense pas isolé, on ne pense pas de manière égotique, mais au contraire, c'est la mise en miroir et en abîme des différents savoirs, des différentes disciplines qui créent cette chose unique que sont ces rencontres. Voilà, je voulais dire simplement un grand merci à Catherine Courtet qui en est la fée et qui chaque année arrive à tresser des liens qui vont des neurosciences jusqu'à la dramaturgie pour se rendre compte que oui, il n'y a aucun cloisonnement dans le domaine des sciences humaines. Les thématiques qui sont là cette année aussi me touchent beaucoup. Comme mon bureau est juste derrière le mur, je vais essayer de temps en temps de faire le passe-muraille, mais commencer par l'ordre et donc aussi forcément le désordre du monde, ça me semble une thématique qui est presque abordée chaque année, ce qui ne veut pas dire qu'elle est banale ou usée, bien au contraire, elle prend chaque année de nouvelles couleurs. Évidemment, l'ordre et le désordre croisent la question des mythes et nous aussi ouvrir avec Antigone nous a permis de poser d'une manière un peu différente des autres années, peut-être de manière un petit peu moins pathologique, la question du désordre du monde. La dignité et l'héroïsme, ce sont peut-être deux mots qui ne sont pas si communément rapprochés, mais il se trouve que dans quelques heures, dans quelques minutes même, je vais vous quitter pour aller en prison voir une représentation d'Antigone par des prisonniers. La question est de savoir si la prison est simplement la privation de liberté ou la privation de dignité. Et les hommes qui ont travaillé sur cette Antigone ont été particulièrement sensibles à la révolte de cette femme euh, qui n'a pas d'autre choix de dignité que de risquer sa vie face au pouvoir. La question de la dignité est une question absolument centrale et elle évite de penser l'héroïsme comme une attitude de bravache, guerrière, virile, machiste et j'en passe. Euh, la thématique de l'intimité me semble une manière d'aborder l'époque que nous vivons de manière à la fois cruciale mais très originale, car l'intimité est en regard de ce qu'on appelle aujourd'hui l'extimité. J'entendais tout à l'heure cette idée passionnante qu'une dette publique puisse devenir une dette individuelle. Donc nous avons là des questions, à mon avis, sur lesquelles un homme de théâtre ne peut pas faire l'impasse. Les rapports qu'il y a entre le collectif et l'individu sont profondément changés par les technologies modernes et impliquent un rapport au pouvoir aussi fondamentalement différent. Alors peut-être qu'avoir gardé le thème de la catastrophe pour la dernière thématique peut paraître un petit peu pessimiste, mais c'est par la conscience de ce qui peut être catastrophique que nous pouvons la plupart du temps l'éviter. Et il est vrai que souvent les tragédies grecques ne sont pas catastrophistes, mais au contraire essayent de nous prévenir des gestes qui nous conduiraient à la catastrophe. Alors ces gestes, nous les faisons ensemble
dans cette caverne. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je suis heureux de voir que vous êtes d'année en année de plus en plus nombreux. Et j'aurai, puisque je ne peux malheureusement pas assister à tous les débats, un immense bonheur à relire les actes de ce qui va se dire ici. Et je passe la parole. Bien, bonjour à tous. Donc, Yves Faure, directeur des opérations scientifiques à l'ANR. Donc, j'ai quand même quelques notes parce que la fédulogie, comme dirait Olivier, m'a dit de ne rien oublier. Donc, quelques points. Donc, c'est donc la 4e fois que le Festival d'Avignon et l'ANR organisent les rencontres recherche et création. Alors, ce qui était probablement au début une simple coopération, il y a 4 ans, est devenu, je crois, grâce au président du festival et à Catherine, une véritable complicité entre nos deux institutions. Cette complicité provient probablement, je crois, de nos métiers respectifs, de nos missions respectives. Nous avons en effet en commun ce souhait, l'un et l'autre, de faire éclore des projets qui sont à la fois scientifiques et artistiques. Donc il faut bien le dire, les rencontres n'étaient au début qu'une expérimentation. Aujourd'hui, elles s'inscrivent désormais dans une dynamique institutionnelle et il suffit de voir les nombreux partenaires que nous avons pour cette manifestation. Alors nous sommes particulièrement heureux que cette édition 2017 soit organisée sous le haut patronage du commissaire européen Carlos Moedas, du secrétariat général à l'investissement, merci monsieur le commissaire général, du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation et également du ministère de la Culture, dont je salue les représentantes aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce. Donc, bien sûr, quand on organise une manifestation de ce type, les partenaires sont nombreux et donc je vais être obligé de passer cette petite litanie, mais je vous assure, il n'y en a pas pour très longtemps, pour essayer de montrer que la coopération et le relais de ces partenaires sont essentiels donc, à notre organisation. Alors parmi les universités, je prends mon petit papier, parmi les universités françaises et étrangères, les institutions de recherche ou de financement de la recherche, nous tenons à remercier l'Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, l'Alliance Athéna, qui regroupe l'ensemble des communautés de sciences humaines et sociales, l'École des hautes études en sciences humaines et sociales, l'IRCAM, la Maison française d'Oxford et l'Université d'Oxford, l'Université libre de Bruxelles, le département de romance, langage et littérature de Harvard University et bien entendu l'association COST, European Cooperation in Science and Technology. Merci, monsieur. Oui. Voilà. Je souhaite également remercier les acteurs de la culture. La SACEM, SACEM University, Arsena, le Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre, la Bibliothèque nationale de France et la maison Jean Villard. Sans oublier, bien entendu, l'Institut supérieur des techniques du spectacle qui nous accueille aujourd'hui pour ces 2 jours. Il convient aussi d'associer à ces remerciements tous les médias qui nous accompagnent et qui relaient aussi ce qui va se passer pendant ces 3 jours. France Culture, l'Histoire, Philosophie Magazine, Sciences et Avenir. Alors je tiens aussi, parce qu'une manifestation comme celle-ci, c'est aussi une organisation, c'est un long travail en amont. Donc je tiens à féliciter et à remercier le comité scientifique des rencontres. Ce comité, comme chaque année, a mis sur pied un véritable programme qui est, je crois, particulièrement riche, même si ça n'est pas mon domaine, mais je crois que ça m'a l'air extrêmement riche et aussi donc, permet de faire intervenir beaucoup d'acteurs, à la fois du monde du spectacle, du monde de la création et des différentes sciences qui s'associent en fait à ce spectacle et à cette création. Alors merci à eux également donc, pour leur participation, à tous ces intervenants qui, comme on l'a vu ce matin, nous font des présentations qui sont exceptionnellement intéressantes, même pour quelqu'un comme moi qui suis chimiste, je trouve ça particulièrement intéressant.
Alors pour finir sur le chapitre des remerciements, Olivier l'a un peu déjà dit, mais je tiens aussi donc à remercier l'ensemble de l'équipe ANR qui a organisé cette manifestation, et en faisant une dédicace particulière à Catherine Courtet, sans qui cet événement, je crois, ne verrait pas le jour depuis tous les ans et depuis 4 ans. Donc merci Catherine pour ton implication sans faille et surtout ton désintéressement. Alors je vous rassure, comme je vous l'ai dit, je suis chimiste, donc je ne vais pas m'aventurer à commenter l'ensemble du programme. Il me semble cependant que depuis 4 années, la diversité des sujets et des disciplines mobilisées lors des rencontres est assez exceptionnelle. Bien au-delà d'une simple juxtaposition d'interventions, de disciplines ou de thématiques, j'ai l'impression, et c'est une impression qui s'est confirmée ce matin en écoutant les premières interventions, j'ai l'impression que les rencontres permettent à ceux qui y participent de réfléchir ensemble, de construire ensemble. Donc ça, c'est un champ, c'est quelque chose de vraiment intéressant, et vous construisez ensemble un champ interdisciplinaire, dans lequel peuvent s'articuler aussi bien des problématiques des sciences humaines et sociales, vous en êtes majoritairement issus, mais aussi celles des sciences et neurosciences cognitives, mais aussi celles des sciences du numérique. C'est à mon sens l'apport essentiel des rencontres recherche et création, d'amener en fait ce champ interdisciplinaire, d'arriver à l'acquisition de connaissances qui permettent de partager en fait les savoirs, et je crois que c'est vraiment important. Si les contributions des artistes permettent de mieux comprendre leur expérience de la création, elles posent aussi des questions à la recherche, aux autres chercheurs. La qualité des échanges entre les différentes disciplines scientifiques est aussi due à la qualité de l'interpellation des artistes. Le spectacle vivant, tout comme la littérature ou la musique, est aussi constamment guidé par l'expérimentation. Et voilà peut-être le lien commun qui existe entre les différents champs disciplinaires, cette expérimentation, donc ce lien entre la recherche et la création. Alors on voit toujours midi à sa porte, et je pense que sincèrement ce sont ces dynamiques scientifiques qui se précipitent et s'interpellent de façon constante au cours des journées que vous allez vivre, qui vont permettre à l'ANR, donc à l'institution que je représente, de concrétiser le résultat des différents programmes mis en place depuis une dizaine d'années. Il faut rappeler que notre agence propose en effet des programmes consacrés au thème de la création depuis 2008. Alors, je tiens aussi à rappeler que c'est un partenariat avec le ministère de la Culture depuis ce moment-là, et donc c'est vraiment très important. Ces programmes étaient dédiés à l'émergence, initialement étaient dédiés à l'émergence de phénomènes culturels ou encore au lien entre émotion, cognition, comportement. Cette émergence, à mon avis, est tellement essentielle que depuis 2014, nous avons inscrit dans notre plan d'action annuel à l'ANR un axe de recherche culture, création, patrimoine, au sein du défi Société innovante, intégrante et adaptative. Alors depuis de 2005 à 2016, au travers de tous ces programmes, qu'ils soient des programmes blancs, des programmes jeunes chercheurs, voilà, des programmes thématiques en SHS, des programmes en coopération internationale, je pense notamment au programme franco-allemand, le fameux FRAL, c'est près de 1400 projets de recherche en sciences humaines et sociales qui ont été financés pour un montant de l'ordre de 300 millions d'euros. J'ajouterais aussi que depuis 2010, 40 centres d'excellence LabEx et 12 équipex relevant principalement du champ disciplinaire des sciences humaines et sociales ont été financés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir pour un montant total d'environ 400 millions d'euros, puisque l'ANR est opérateur pour le CGI dans ce domaine des investissements d'avenir. Alors les projets qui ont été financés concernent à la fois les formes artistiques, leur contexte d'émergence, leur diffusion, les techniques et les processus de création, c'est-à-dire le rôle des savoirs, des apprentissages, des processus cognitifs, du contexte social ou historique. Il concerne aussi
l'étude des écosystèmes. Et ça aussi, c'est très important, les écosystèmes de la création, le rôle des artistes, mais aussi celui des prescripteurs, la constitution des marchés, les pratiques culturelles. Alors, je vais juste vous donner deux exemples. J'ai demandé à Catherine qu'elle me sélectionne quelques exemples. Deux exemples de projets qui ont été financés par l'ANR et qui vous permettront de voir un petit peu l'étendue de ce que nous pouvons financer. Le premier projet concerne les registres de la Comédie Française, du manuscrit à l'outil collaboratif. Alors, une partie très importante des archives de la Comédie Française a pu être numérisée grâce à ce projet porté par l'Université Paris-Nanterre. Les données rassemblées sur la période 1680-1793, ça fait plus d'un siècle, et si mes mémoires, si mes souvenirs de lycée sont bons, je pense que ce n'est pas le moins important pour la partie théâtre, ce siècle, permettent donc ces études, ce recueil de données, cette numérisation, permettent aujourd'hui d'approfondir les connaissances en histoire du théâtre. On a ainsi une idée précise du type de public, du nombre de participants par séance, leur place. Est-ce qu'ils étaient en loge ou est-ce qu'ils étaient en parterre? Le prix payé, le titre des œuvres, le nom des comédiens. Toutes ces données permettent d'expliquer un petit peu les choix esthétiques de l'époque. Et je crois que c'est quelque chose de relativement important. Comme second exemple, je souhaiterais donner ou évoquer le projet MUTEC, qui a permis d'étudier des techniques de composition contemporaine de grands musiciens comme Arthur Honegger ou Yanis Xenakis. Porté par l'IRCAM, ce projet donc, a conduit à mettre en évidence les traits généraux du processus de composition, la planification et la déduction de matériaux en cours d'écriture, la formulation de problèmes et l'auto-apprentissage. Deux exemples, mais on pourrait en prendre beaucoup plus, bien entendu, sur les 1400. Tous les sujets donc, que vous verrez au cours de ces journées eh bien, sont traités. Et je dirais qu'au-delà de ces deux exemples, je tiens à dire que si ces recherches que je viens de citer concernent la création, eh bien, l'ensemble des projets que nous finançons déborde très largement du simple cadre de la communauté sciences humaines et sociales. On trouve en fait de nombreux projets. On a commencé à en voir ce matin avec les outils génétiques, par exemple, l'étude des chromosomes, dans les domaines de la santé ou du bien-être, ou encore dans le domaine des technologies numériques. Des projets, en effet, ont été financés en sciences de la vie, en particulier en sciences et neurosciences cognitives. Les sujets traités concernent par exemple la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité pour les individus à attribuer des états mentaux à autrui. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui, je crois. Intention, croyance, connaissance, émotion. Qu'est-ce que pense l'autre? Comment l'autre interprète ce qui est dit, ce qui est fait? Ou encore le rôle de l'apprentissage de la musique sur la cognition, les émotions, la perception, la motricité sensorielle. Le lien entre création et numérique est aussi très présent dans nos appels à projets. Plusieurs projets portant sur l'expression multimodale, sur l'interaction corporelle entre humains et agents virtuels, quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui, en particulier dans le cinéma, la composition musicale assistée par ordinateur. Les exemples sont nombreux, vous l'avez compris, et pourraient être multipliés quasiment à l'infini. Mais mon propos est simplement de dire aujourd'hui que ces quelques exemples montrent comment le champ des SHS, des sciences humaines et sociales, comment le théâtre, comment la création, comment votre création, eh bien, interpelle et irrigue les autres sciences et, in fine, notre quotidien. Alors je terminerai simplement pour dire que pour l'ANR, les rencontres recherche et création ont un autre objectif, celui d'analyser l'évolution de l'offre de recherche. Nous devons tous les ans, dans le cadre de notre plan d'action, essayer de répondre au mieux aux communautés et ainsi de contribuer à valoriser auprès des différents acteurs donc cette offre de recherche. C'est là aussi et surtout le rôle des rencontres qui permettent de faire un retour sur les avancées scientifiques permises par les projets financés et de les confronter à des dynamiques nouvelles et internationales. Donc ces rencontres, recherche et création s'inscrivent donc pleinement dans les missions d'analyse d'impact dévolues à l'ANR. Et le séminaire qui aura lieu dans 2 jours donc, sera particulièrement consacré à
ce développement des nouvelles pistes de recherche, à la fois artistiques et scientifiques. Donc, comme vous l'avez compris, je ne doute pas du succès de ces rencontres recherche et création, cette 4e édition, ce succès du CRU annoncé, donc ce succès annoncé du CRU 2017 est, à mon sens, donc les prémices de la prochaine édition, et je pense que vous aurez la chance de pouvoir vous retrouver l'année prochaine en 2018. Donc c'est au moins tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de très bonnes rencontres et je vous remercie de votre attention. Je vais donc passer la parole au directeur de l'association COST, donc M. Delouis. C'est moi, ok, merci. Mesdames, Messieurs, je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de cette journée, les messieurs ici, et absolument aussi Catherine Courtin et l'équipe de Catherine qui m'ont donné l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui. Bien sûr, je sais le français est la plus belle langue du monde, mais quand vous me permettez, je continue un petit peu en anglais pour expliquer plus de COST. COST is the European Cooperation in Science and Technology, and the reason why I'm here and very pleased to be here is that we are deeply convinced that social sciences and humanities have a critical role to play in research and development, and as a matter of fact we firmly believe that research is critical to help shaping the future of Europe, certainly in the times that we are facing at this moment. COST is the longest running European research program in Europe, around there since 1971. We try to create, let's say, an open space, an unlimited space, one could say, to make people and ideas grow. And in practical terms, that means that every 8 to 9 months, we issue a call for proposal, which is completely open. We do not predefine, let's say, top-down calls for proposal for any scientific discipline. This is quite unique in the European landscape. Our responses, because of that nature, are very interdisciplinary. We have groups of proposers formed around several, let's say, scientific disciplines, including humanities. More than 50% of our networks that we build are indeed multidisciplinary. So that is, of course, and I fully agree with also what Olivier mentioned and Yves, that multidisciplinarity is, what I'm concerned, critical for the future. Now, COST is allowing, let's say, the building of networks around good ideas that are proposed throughout Europe and beyond. We have 37 countries that participate, including countries like Israel, Turkey, but also other countries around the world are welcome to participate in COST networks. These networks are run based on excellence, they are open, people can still join, and indeed they highly value, let's say, collaborative thinking, trying to pool the resources that we have in our national, let's say, funding schemes. So doing something extra to make sure that the researchers are all connected. Having said that, we've put a little bit of special emphasis on the young researchers, particularly those who are early in their careers after obtaining their PhD thesis. And also we are trying to make sure that excellence spreads in all parts of Europe, so also in the eastern and the southern part. I think it's exemplary that we are completely bottom-up and the proposals are really, I have to say, focused on breakthrough scientific opportunities, causing breakthroughs not only from a technological point of view, but in the end bringing value to human beings. And that again brings me to the core of the human-centric approach. So indeed, science is not about technology. We just spoke about it very briefly.
It's not about technology. This is a big mental mistake. It's all about people. And exactly because of that reason, you are so important in this research and development landscape to make your critical contribution that helps us move forward. It's also my pleasure in that respect to see that later in the afternoon we have a chairperson of a COST network, Sabrina Corbellini, there in the audience. So if you would like to learn a little bit more about COST from a practical point of view, but also looking into a subject that really is at the heart of social sciences and humanities, I invite you to listen carefully to Sabrina. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Je vous souhaite un très bon festival et conférence. Merci beaucoup. Bien. La plupart de ceux qui sont ici parlent parce qu'ils ont une compétence et un savoir. Moi, je suis ici non pas à cause d'une compétence et d'un savoir, mais à cause d'une activité. D'abord, je suis spectateur professionnel du théâtre. Et à ce titre, on m'a permis d'être président, mais le président du Festival d'Avignon que je suis n'exerce aucun rôle sur l'activité artistique d'Avignon. C'est l'affaire d'Olivier Py. Je suis aussi, comme activité, commissaire général en investissement en charge du programme d'investissement d'avenir et nous travaillons en effet avec l'ANR. Mon voisin a fait un remarquable bilan de ce qui a été fait. Je voudrais un peu parler de l'avenir. On a fait un premier programme, 35 milliards, un second programme, 12 milliards. Cet argent a été totalement engagé. Pas totalement dépensé, mais totalement engagé. Et donc, nous engageons cette année un troisième programme d'investissement d'avenir, et je vais vous en parler un petit peu. On a trois principes simples. Le premier, c'est l'excellence. Le mot a été aussi prononcé à l'égard de COST. Ce que je voudrais dire sur l'excellence, c'est que, bien sûr, c'est une exigence, mais qu'il n'y a pas qu'une excellence. Il y a des excellences multiples. Il y a l'excellence de la recherche, il y a aussi l'excellence de la formation et de la pédagogie, et j'y reviendrai. Je pense que sur ce domaine de l'excellence de la pédagogie, il y a une marge d'action et de progrès que nous souhaitons financer dans le troisième programme d'investissement d'avenir. Et j'en prendrai un exemple d'une action qu'on appelle les nouveaux cursus universitaires, qui a donné lieu à un appel à projet tout récemment, et dont l'objet essentiel est de faire en sorte que l'université soit un lieu de réussite pour tous ceux qui y entrent. Ça a l'air tout simple, la vérité, c'est que ça ne correspond pas à la réalité, et que faire que l'université soit un lieu de réussite pour tous ceux qui entrent, ça implique bien sûr des nouvelles technologies, le numérique, etc. Ça implique probablement aussi que nous remettions plus de culture dans tous les cursus universitaires. Au fond, quand je regarde la difficulté de réussite des étudiants qui n'ont pas eu la chance d'avoir, par leurs origines, par le lieu où ils ont fait leurs études secondaires, cette culture générale, on voit que dans l'université, dans les études, mais aussi après les études, c'est un handicap qu'ils gardent toute leur vie. Et à mes yeux, dans toute réflexion sur une réforme du premier cycle universitaire, cette dimension de pluridisciplinarité, de culture générale, est une dimension centrale. Alors on verra quels sont les projets retenus, mais il y aura deux vagues. Mais ma conviction, c'est que si cette dimension est absente, la réussite ne sera jamais complète, à la fois dans les études et pour ce qui suit les études. Notre second mot, c'est l'innovation. Bon. L'innovation, là aussi, ça a été très bien dit, ce n'est pas que des technologies, ce n'est pas que des sciences dures. Mon voisin est un chimiste, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui ont fait des sciences dures. Moi, je n'ai pas su. Mais
Je pense que l'innovation, ce sont des innovations d'usage, ce sont des innovations de forme, aussi de forme d'enseignement, et que là, il y a aussi un champ à peu près infini. Et puis notre troisième mot, c'est la coopération. Et ce qui me frappe, quand nous finançons des projets, nous souhaitons toujours financer des coopérations. Des coopérations entre acteurs, entre public et privé, entre recherche et enseignement. Par exemple, quand nous lançons une action sur les écoles universitaires de recherche, il s'agit bien de faire que les étudiants de master, qui jusqu'à présent n'étaient pas beaucoup associés à la recherche, coopèrent à la recherche et se forment eux aussi par la recherche. Autrement dit, de faire que plus tôt dans la vie, on se forme par et dans la recherche. Coopération, c'est aussi que quand on réfléchit sciences dures ou quand on réfléchit technologie, on ne réfléchisse pas que à la technologie. Je vais prendre un exemple concret qui me frappe beaucoup. Il se trouve que j'ai un passé automobile. Bon, c'est probablement le domaine où j'ai un savoir et une compétence. On va développer des véhicules autonomes. Alors il y a débat sur le point de savoir si le véhicule qui n'aura ni volant ni pédale circulera sur nos routes, toutes nos routes, tous nos chemins, en 1921, en 1925 ou en 1930. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le jour où ça se passera, et ça se passera, toutes les pratiques de mobilité, toutes les règles d'urbanisme changeront. Et donc, ça implique une réflexion de sociologue, ça implique une réflexion d'urbaniste, et le constat, nous avons demandé qu'une telle réflexion soit engagée, c'est que la réflexion est en retard sur la technologie. Et donc, il y a un vrai enjeu que la réflexion des SHS s'accélère autant que cette accélération technologique qui fait qu'on lit dans des ouvrages, alors je ne me souviens plus que si la somme des connaissances double en 72 heures, 72 jours, ou Dieu sait quoi, mais enfin, elle double à toute vitesse, et donc c'est une croissance logarithmique, et en revanche, géométrique, et en revanche, on a l'impression que la puissance des SHS ne croît pas à la même vitesse. Et pour moi, c'est une préoccupation. Et ça me conduit à ma dernière remarque. Nous avons le souhait que les sciences humaines, et pas seulement les sciences humaines et sociales au sens, si je puis dire, utilitaire, c'est-à-dire l'économie, la sociologie pratique, mais toutes les sciences humaines aient plus de place dans le programme d'investissement d'avenir. Et ce qu'on constate, c'est que la place de la culture, la place des sciences humaines au sens traditionnel, les humanités, pour parler franglais, n'est pas celle que nous voudrions. Alors, je m'interroge quelquefois sur le pourquoi, et je pense à une publicité dont vous vous souvenez peut-être, pour certains d'entre vous, pour une voiture qui s'appelle Clio, ce qui est un joli nom dans un colloque sur les sciences humaines. Et cette publicité, on montrait une Clio, merveilleuse bien sûr, à côté d'une très grosse voiture, et l'acheteur, qui était un fils d'émir, disait à son père, c'est vraiment merveilleux la Clio. Et le père répondait, pas assez cher mon fils. Et je pense que quelquefois, pour les sciences humaines, elles souffrent dans cette compétition pour le soutien public de ne pas être assez chères, d'être plus faites d'hommes et de femmes qui travaillent que d'équipements. Et qu'au fond, il est plus facile de financer des équipements, des infrastructures lourdes qui se voient, qui sont coulées dans le béton et dans l'acier, que des équipes de chercheurs. Et nous avons, dans le troisième programme, créé ce qu'on appelle des dotations décennales, c'est-à-dire des systèmes qui permettent de financer sur 10 ans une équipe de recherche, un projet de grande qualité. Et donc là, nous voudrions
financer des personnes et pas seulement des objets. Voilà ce que je voulais dire pour, non pas conclure, parce que je suis seulement un des intervenants, et je le répète, celui qui a probablement le moins de savoir. Mais je voudrais dire un dernier mot. Tous les remerciements nominatifs ont été faits, et je voudrais y ajouter le mien, parce que je trouve bien que le théâtre et les sciences humaines avancent de conserve à Avignon. Merci.